On considère maintenant l'intersection des noyaux de ces formes linéaires-là. Montrer que A est stable par U est évident car U de A est généré par les images par U de ces vecteurs-là. Et n'oublions pas que l'image de x0 par UP est le vecteur nul. De même, montrer que B est stable par U équivaut à montrer que si on considère un vecteur x qui appartient à B, alors son image appartient également à B, ce qui revient à valider que quand on a cela, on a également cela, ce qui est évident en n'oubliant pas que UP de x0 est le vecteur nul. On nous demande maintenant de montrer que A et B sont supplémentaires dans E. Or, on connaît la dimension de A et on connaît également la dimension de B car on a ici une famille libre de formes linéaires et on a montré dans une vidéo sur les formes linéaires l'intersection des noyaux de P formes linéaires qui forment une famille libre est de dimension n moins P. On a donc dimension de A plus dimension de B qui est la dimension de E. Reste donc à montrer que A et B sont en somme directe. Considérons donc un vecteur x de A et supposons qu'il appartient également à B. Et montrons alors que le vecteur x est nul. Quand on regarde cela de plus près, on se rend compte que l'on a ici un système linéaire de P équations en les P inconnus alpha k, dont la matrice associée est cette matrice carrée triangulaire-là, dont tous les coefficients diagonaux sont non nuls, vu l'hypothèse que l'on a ici. La matrice du système est donc inversible. On en conclut donc que ce système linéaire-là, en les alpha k, n'a comme solution que alpha 0 égale alpha 1 égale alpha p moins 1 égale 0. Ce qui implique que x est le vecteur nul, ce qui montre que A et B sont en somme directe, ce qui permet de conclure, vu ce que l'on avait déjà, que A et B sont supplémentaires dans E. Et on arrive maintenant au but de l'exercice, à savoir qu'un endomorphisme nilpotent dans un espace vectoriel de dimension n supérieure ou égale à 1 est un endomorphisme échangeur, à savoir qu'il existe f et g supplémentaires dans E, tels que u de f est inclus dans g et u de g inclus dans f. Et pour cela, on nous dit de raisonner par récurrence sur n supérieur ou égal à 1. Notons que la propriété est évidente pour n égale 1, car dans ce cas, P vaut nécessairement 1, c'est-à-dire U est l'endomorphisme nul. Et en prenant alors f égale E et G le sous-espace vectoriel ne contenant que le vecteur nul, on aura bien répondu à la question. Passons maintenant à la phase d'hérédité. On fixe donc un entier n supérieur ou égal à 1. On suppose la propriété démontrée pour tous les indices k allant de 1 à n et on souhaite alors montrer la propriété pour n plus 1. Et la clé réside dans cette information-là. En effet, avec cela, on peut alors considérer les endomorphismes de A et de B induits par U qui sont aussi des endomorphismes nilpotents. Et on peut alors appliquer à UA et A et à UB et B l'hypothèse de récurrence. Mais encore faut-il que A et B aient des dimensions supérieures ou égales à 1. C'est sûr pour A, car sa dimension est P, et P est nécessairement supérieur ou égal à 1, mais ce n'est pas du tout sûr pour B, vu que sa dimension est n-p, et il y a donc problème quand l'indice de nilpotence de U est n. Aussi, avant de démarrer la récurrence, il faudrait préalablement avoir montré la propriété dans le cas particulier où l'indice de nilpotence est égal à la dimension de l'espace vectoriel, ce que l'on fera tout à l'heure. Aussi, dans la phase d'hérédité, quand on souhaite montrer la propriété pour n plus 1, deux cas se présentent. K1, si l'indice de nilpotence de U est égal à la dimension n plus 1 de E, on invoque alors le cas particulier que l'on aura montré préalablement et que l'on démontrera juste après.
Cas 2. Si maintenant l'indice de nilpotence de U est strictement inférieur à la dimension n plus 1 de E, on peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à UA et à UB et B, ce qui nous donne alors deux sous-espèces vectorielles de A supplémentaires dans A, telles que cela, vu que l'image par UA ou l'image par U est la même chose, et de même avec UB et B. Et maintenant, c'est fini. Avec cela, cela et cela, on a alors cela. Et on a alors ici un sous-espèce vectoriel grand F et ici un sous-espèce vectoriel grand G supplémentaire dans E, tel que U de F est bien inclus dans G et tel que U de G est bien inclus dans F. Démontrons maintenant ce qu'il faudrait faire avant la récurrence, à savoir montrer à part le cas particulier où l'indice de nilpotence de U est la dimension n de E. Dans ce cas-là, on a cela et cela. Et comme ici, on a une base de E, on peut penser que grand F et grand G seront obtenus en partitionnant cette base-là de E. Regardons donc les images par U de ces vecteurs-là. On remarque alors que les vecteurs de ce sous-espace vectoriel-là sont envoyés sur les vecteurs de ce sous-espace vectoriel-là et inversement. Et il est alors évident, vu que l'on a ici une base de E, que F et G sont supplémentaires dans E. On a donc trouvé deux sous-espaces vectoriels F et G supplémentaires dans E, tels que cela.